quand Kamala Harris l'a traité de fasciste, puisque c'était son seul argument à la fin, c'était fasciste, fasciste, fasciste. Et d'ailleurs, on peut dire de ce point de vue que la campagne américaine s'est beaucoup jouée contre, assez peu sur les programmes, contre les personnalités. Arrow contre Trump. Moi, je pense que Trump va remporter l'élection avec de l'avance. Que tous les médias français étaient persuadés d'une défaite de Donald Trump, nous avons su voir l'ampleur du phénomène Trump. Nous en avons fait un magazine, un documentaire, nous nous sommes rendus sur place. Et hier, jour de l'élection, nous avons clôturé un live de plus de 24 heures en direct, que ce soit sur Twitter, sur YouTube, sur notre application mobile. Commandez notre magazine, téléchargez l'application mobile et surtout abonnez-vous à Frontières pour tout comprendre. Pour la seconde fois au pouvoir, il y aurait déjà un coup d'arrêt sur l'idéologie wokiste. Ça, je crois que... Jusqu'à chez nous, sur nos terres à nous, oui, en Europe. parce que tout nous vient de là-bas. Vous savez bien que le wokisme nous est venu de Nord-Amérique, du Canada. Il suffit de relire pour s'en convaincre. C'est-à-dire qu'il faut tarir la source, vous dites. Mais oui, il suffit de relire, je sais pas moi, par exemple, La Tâche de Philip Roth, par exemple, c'est absolument magnifique. Vous avez là un roman qui vous explique absolument tout depuis le départ jusqu'à l'arrivée. Bon, maintenant, on est obligé de composer avec tout cela chez nous. Bon, Kamala Harris, c'est quand même l'une des grandes prêtresses du wokisme. Bon, il suffit de l'écouter, tout le monde a bien compris. Voilà. Alors, avec tous les défauts que peut avoir Donald Trump, en tous les cas, on sort de cette idéologie. C'est exactement pourquoi, d'ailleurs, là, vous aurez remarqué que la presse française, dans son immense majorité, est pro-Harris. Elle déteste Trump. Pour ces raisons-là. Bah d'ailleurs, on va faire toute la nuit une espèce de revue de presse pour voir de quelle façon les médias traitent cette élection. Oui. On a Libération qui a expliqué que si Donald Trump était élu, c'était le chaos, alors qu'avec Kamala Harris, ça serait la fin des souffrances. Oui. Enfin, on l'a pas vu, cette fin des souffrances sous la mandature de... Non, mais d'autant que ce qui est très marrant, c'est qu'il y a une malhonnêteté intellectuelle confondante. Par exemple, c'est toujours les démocrates qui ont fait la guerre. Bon, je veux dire... Ce qui n'a pas été le cas. Ce qui n'a pas été le cas. Et de toute façon, pour moi, en tous les cas, Trump, c'est au moins la garantie, comme je vous le disais, que cette idéologie lénifiante, woke, fera long feu. Voilà. Donc je crois que le signal qui est donné par les États-Unis est toujours un signal extrêmement important. Je crois que c'est plus idéologique qu'autre chose. Alors évidemment, Trump est protectionniste, on lui souhaite bien du courage. Nous, on voudrait plutôt un président un peu plus protectionniste que ne l'est le nôtre. Donc finalement, avec tous ses défauts, Trump pourrait devenir une espèce de contre-modèle parfait. Jules, tu voulais réagir? Moi, j'ai une question pour vous deux, qui est une question un peu ouverte. C'est pour savoir un peu où est-ce qu'on en est. Selon vous, aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on parle toujours d'un comeback de Trump, d'un comeback de Harris. En fait, on ne sait plus qui fait le comeback aujourd'hui. Qui, pour vous, ce soir, est favori et qui est le challenger, en fait? Écoutez, moi je verrai ce soir. Difficile, c'est une question difficile, mais en même temps, je trouve que quel est notre pronostic? C'est pas forcément le pronostic, justement. Mais c'est pas forcément le pronostic. C'est qu'en fait, je trouve qu'on a du mal à savoir aujourd'hui qui est dans cette position du challenger. Mais moi, je pose la question, quel est votre pronostic? Alors, pour une raison très simple, c'est qu'il y a une grande part d'irrationalité dans le vote aux États-Unis. On l'a vu en 2016, ce qu'on appelle les hoax, la culture de la rumeur, la culture du mensonge, de part et d'autre d'ailleurs, influe beaucoup sur l'élection. On peut voter parce qu'on a entendu un mot mauvais. C'était le cas par exemple pour Obama en 2008, on disait qu'il était musulman et ça dissuadait un certain nombre d'électeurs. On se demandait en 2008, malgré son statut d'ultra favori, presque d'icône, s'il ne pourrait pas y avoir, pour des raisons qui ne sont pas proprement parlé sondables, mathématisables, politiques, une retenue. On parle par exemple dans l'histoire politique américaine, ce n'est pas du tout pour assommer les auditeurs, mais de l'effet Bradley. Vous voyez de quoi je parle? D'élections dans les années 80 de gouverneur de Californie, il se trouve que le monsieur était noir. Il était ultra favori, dans un état plutôt libéral-démocrate. Les électeurs n'ont pas osé à l'époque voter pour quelqu'un et on a dit que c'était pour des raisons qui étaient plutôt de l'inconscient politique. Donc cette élection est imprévisible. Elle est imprévisible parce qu'elle est serrée. Elle s'est jouée à 40 000 voix, 20 000 voix pour ce qui était de la Pennsylvanie, du Wisconsin, dans quelques États. C'était quelques dizaines de voix en 2000 en Floride. C'est le cas quand ces élections sont extrêmement serrées. Elles se jouent sur une poignée de voix dans quelques États. Et puis il y a cette dimension de la culture politique américaine qui est la place de l'irrationnel. Et aussi du clientélisme. Les électeurs américains votent en bloc. Avec le vote par correspondance, les associations politiques
sont autorisés à collecter des votes en amont, de gens qui parfois ne votent pas, et de gens qui dépendent pour leur survie d'une mairie, parce qu'ils sont employés, parce que l'association reçoit des subventions. Et donc ils peuvent voter tout d'un coup comme des blocs. Vous voyez, un peu comme à la Rome antique, où les grandes familles pouvaient collecter des voix et arriver tout d'un coup le jour des élections. Donc cette élection est difficilement sondable, et c'est ce qui la rend fascinante, c'est ce qui la rend existante, mais c'est ce qui aussi la rend incertaine. Donc si nous étions là en train de vous donner un pronostic assuré, peut-être que nous ne sommes pas dignes d'être devant ce micro, parce que ce serait finalement ignorer la spécificité de cette élection. Votre avis, Vincent Roy? Je souscris totalement. Simplement deux petites choses. Si l'élection est très très serrée, c'est plutôt... C'est ce que tous les indicateurs semblent dire. Oui, oui. C'était pendant des semaines, on nous a expliqué que ça allait être très serré. Bon, je vous dis bien si. Auquel cas, ce serait, à mon sens, plus favorable à Harris. Si l'un doit avoir de l'avance, c'est-à-dire plus de 5%, on va dire. Et là, pour moi, ce serait Trump. Et c'est d'ailleurs un petit peu ainsi que, si je ne m'abuse, les bookmakers le voient, puisque les bookmakers ont plutôt parié Trump. Et moi, si j'avais à donner un pronostic ce soir, je dirais plutôt Trump, mais alors pour une raison, je vais peut-être me faire des ennemis, mais à mon avis, l'Amérique n'est peut-être pas encore prête à voter pour une femme. Qui plus est, je me permets d'employer le terme wokiste à la mode, racisé. Une femme de couleur. Qui plus est racisé. Alors racisé, oui, peut-être que ça joue. Est-ce que vous pensez que ça joue? Parce que Hillary Clinton était en mesure de l'emporter en 2016. Oui, mais elle était en mesure de l'emporter, mais elle n'a pas emporté. Mais une démobilisation des électeurs des minorités, qui à l'époque étaient acquis au Parti démocrate, ce qui est moins le cas aujourd'hui, avait empêché Hillary Clinton d'être élue. Et il est probable, effectivement, que l'enjeu sexuel, ou l'enjeu genré, comme on dit, ajoutant à ça son statut de femme trompée, en quelque sorte, qui répugnait une partie de l'électorat américain. C'est une nation qui, plus que nous, a le culte de l'homme fort, quand même. La mise en scène que fait Donald Trump quand il revient du Covid, parce qu'il est ressurgi d'entre les morts, parce qu'il revient surgi d'entre les morts après son attentat raté, cette espèce de virilisme... sur scène, après, voilà. Sur scène, bien sûr. Quand Hulk Hogan enlève ses vêtements pour exacerber une espèce de virilité, tout ça nous paraît incongru en France par rapport à notre culture politique. Mais l'Amérique a le culte de l'homme fort. Elon Musk, bien sûr. Elon Musk, c'est un poids quand même c'est un poids, quoi. Enfin, je veux dire, avoir le soutien d'Elon Musk, c'est mieux que... Par rapport au cliché qu'on a de l'homme noir, effectivement, c'est quelqu'un qui a peut-être s'identifié à un homme qui met en scène sa virilité. Oui, il y a des choses qui sont très spécifiques. Il ne faudrait pas plagier nos manières de réagir, de voir les choses. Il y a cette histoire d'écureuil qui est aussi... Non, mais qui nous fait beaucoup rire, mais qui est aussi très important. Arrêtez de lancer le sujet suivant, je donne la parole à Jules juste ensuite. Sur cet écureuil, c'est vrai qu'il y a un facteur aussi de vote aux États-Unis qui pourrait, on l'entend parfois, faire chuter le vote Kamala Harris. C'est la question écologique, climatique. Oui. Certains vont voter pour le parti vert, ce qui pourrait faire perdre des points à Kamala Harris, ce qui m'inquiète d'ailleurs. Oui. Et on a eu récemment cette polémique du Parti démocrate, en tout cas un gouverneur démocrate qui demande à ce qu'on euthanasie un pauvre écureuil du nom de... J'ai plus le nom. J'ai plus le nom, moi non plus. Peanuts. Voilà, on appelait Peanuts, RIP Peanuts, ce pauvre écureuil. Donc, et ça a permis de faire ressurgir les questions de la cause animale, des questions climatiques. Et je me suis un petit peu... La question de l'État qui décide à la place. Et la question de l'État qui décide, effectivement. Et en ayant un petit peu creusé sur ce sujet, on découvre que Kamala Harris et Donald Trump ont très peu, voire quasiment pas, parlé de la question environnementale et climatique. Est-ce que pour vous, Vincent Roy, il y a un non-dit dans cette campagne, il y a un absent qui aurait pu peut-être aussi faire basculer oui, sans doute. Moi, vous savez, l'une des choses qui m'étonne beaucoup quand je lis la presse sur le sujet, c'est-à-dire qu'on donne, me semble-t-il, tout à la fois à Kamala Harris et à Donald Trump beaucoup de pouvoir s'ils sont élus. Or, il y a une chose dont on parle assez peu, c'est d'un invariant qui est l'administration américaine. L'administration américaine, c'est pas rien. Oui, c'est ce qu'on appelle le deep state. Ben oui, non mais c'est pas rien. Donc, on imagine que le bouleversement aux États-Unis va être absolument colossal, que ça soit Harris, idéologiquement sans doute, pour les consciences sans doute, mais dans l'état réel des faits, si j'ose dire, l'administration va continuer de gouverner. Un président des États-Unis ne fait pas ce qu'il veut. Alors, et après, nous verrons dans quelle proportion Trump ou Harris peuvent-ils être élus. Combien de membres au Congrès? Trump, combien de divisions? Harris, combien de divisions? Vous voyez, il ne s'agit pas que de l'élection. Ce qui est en jeu, c'est beaucoup d'autres choses derrière. C'est pas simplement une personne. Alors, bien sûr, elle sera incarnée, cette élection. Elle sera évidemment incarnée. Mais
attention, il y a d'autres invariants qui peuvent jouer. Vous parlez des questions environnementales du Sarambouille, mais pour vous, sur n'importe quel sujet, de toute façon, même une réélection de Donald Trump ou une élection de Kamala Harris ne révolutionnerait pas la politique américaine. Et ça se joue pas sur la question environnementale. En effet, si les deux partis ont eu tendance à se dissocier idéologiquement sur certains sujets, la politique étrangère, les enjeux de société, il y a aussi des éléments de convergence et de continuité. Quand Donald Trump parle d'un retrait de la scène européenne, voire du Moyen-Orient, eh bien, il se situe en continuité avec la politique d'Obama, voire avec celle de Joe Biden. Obama a réarmé les voisins de la Chine, au même titre que Donald Trump, au même titre que Joe Biden, sur l'environnement. La plateforme démocrate, c'est-à-dire le programme du Parti démocrate adopté à la Convention démocrate, soutient la fracture hydraulique, qui était auparavant tabou. Kamala Harris est consciente aussi, comme Donald Trump, que c'est un enjeu de politique énergétique, d'indépendance énergétique pour les États-Unis, et qu'aujourd'hui, il n'est pas acceptable, au vu de l'état de l'opinion, de faire un moratoire sur les fractures énergétiques, et même sur la fraction hydraulique, qui était quelque chose qui était quasiment un gros mot pour une partie de la gauche américaine. Alors c'est vrai qu'il y a un impensé dans la droite américaine, qui est peut-être ce rapport à l'environnement. C'est peut-être la droite la plus productive, la plus caricaturale de ce point de vue. Donald Trump, qui par la campagne disait Drill baby. C'était déjà le cas de Joe Biden en 2008. C'est un slogan qui est apparu en 2008 lors de la campagne présidentielle. Pour autant, les républicains ont un rapport à la nature et à l'environnement, qui est lié aussi à leur rapport à la nation américaine, qui est lié à la wilderness, justement, et à la culture politique américaine de protection, de préservation, de ressourcement. C'est la petite maison dans la prairie, la petite maison dans la curie, même, puisque le vice-président est catholique, qui peut-être n'est pas assez pensée et pas assez poussée aux États-Unis. Et c'est vrai que de ce point de vue, peut-être que les républicains ont manqué le coche, encore que. Beaucoup d'élus républicains rappellent désormais que c'est leur histoire. C'est Teddy Roosevelt qui, par exemple, a fondé l'Agence pour la protection de l'environnement. Ce sont les républicains qui vivent à la campagne, donc ils ont beau jeu que la nature, l'écologie n'en parle pas depuis les salons dans les villes. Et peut-être qu'on pourrait s'attendre dans les années à venir, mais c'est très hypothétique et très balbutiant encore, à une inflexion de ce côté chez les républicains. Mais ce qui est sûr, c'est que ni les démocrates ni les républicains ne remettront en cause leurs enjeux stratégiques quant à l'énergie. Jules, est-ce qu'il y a un sujet qui pourrait faire basculer Il y a un sujet sur lequel tout de même les républicains ils ont réussi à faire, on pourrait dire, ployer les démocrates, ou du moins ils ont pris l'ascendant, c'est le sujet de l'immigration. C'est-à-dire que tout de même les démocrates ont dû prendre en compte cette thématique de l'immigration. On se souvient du maire démocrate de New York, si je dis pas de bêtises, qui justement se disait dépassé par la question migratoire dans sa propre ville. Et sur cette question, l'administration et a fortiori le gouvernement démocrate en place a été largement critiqué par les groupes d'extrême gauche, les antifas, qui disent que Kamala est presque fasciste parce qu'ils ont dû traiter aussi cette question migratoire. Donc on trouve finalement, non pas une convergence, mais tout de même des éléments de ressemblance dans la façon de traiter la question migratoire aujourd'hui. La question de New York, d'ailleurs, vous avez raison de la poser, elle est captivante, puisque New York, traditionnellement, c'est un vote de gauche, enfin c'est un vote bobo, le vote d'une certaine élite, bon. Et vous avez vu que New York basculer plutôt du côté Trump, ce qui est quand même une nouvelle tout à fait extraordinaire, à cause notamment de son maire, vous avez raison d'en parler. Donc il y a vraiment des mouvements là qui sont en train de survenir et qu'on n'avait pas vu venir, si j'ose dire. Alors effectivement, il y a plusieurs enjeux. Il y a l'environnement, il y a aussi la question de l'avortement, on y reviendra, il y a cette question de l'immigration, et justement j'en profite pour refaire un petit mot pour notre magazine. Donc vous pouvez vous le procurer encore, je crois qu'on a une promo en cours dessus. Il est encore accessible dans vos kiosques. Frontières, Trump, l'homme à abattre, c'est presque une question qu'on se pose. On a fait un long dossier sur l'immigration à l'intérieur, et je vous propose qu'on lance tout de suite la pub du documentaire d'Alexandre de Jalzin, notre reporter qui a passé plusieurs mois à la frontière américaine et qui a traité de sujet de l'immigration. On regarde. Durant plus d'un mois, Frontières s'est rendu aux États-Unis, au cœur d'une élection inédite qui opposera Donald Trump à Kamala Harris. Cette élection, qui s'apprête à être l'un des matchs les plus serrés de l'histoire du pays, nous l'avons couverte dans 7 États différents. À Milwaukee, pour la Convention nationale des Républicains, 2 jours après la tentative d'assassinat sur Trump. À Chicago, pour celle des démocrates, face à une extrême gauche violente et pro-Hamas. En Floride, à la rencontre d'un électorat hispanique qui vote de plus en plus pour Trump, alors que l'État lui-même bascule à droite. En Pennsylvanie, nous avons assisté à un meeting de Donald Trump au cœur de cette Amérique déclassée qui le soutient. Nous sommes aussi allés à Butler, là où Trump a subi une tentative d'assassinat le 13 juillet dernier. Puis, 10 jours à la frontière.
Alors que près de 10 000 clandestins entrent chaque jour aux États-Unis, nous sommes allés voir comment était ce mur qui sépare le pays du Mexique. Dans les tunnels des narcos et face aux clandestins, nous avons tendu le micro. Cette élection promet d'être unique. Et durant plus d'un mois, Frontières était sur le terrain. Voilà le documentaire d'Alexandre de Jalzin qui est parti plusieurs mois aux États-Unis avec un de nos autres journalistes. Immersion dans la mairie de Trump sur cette question migratoire. On en parlait à l'instant. Alexandre de Jalzin qui a beaucoup travaillé également avec Julien Gérard que j'accueille pour ceux qui nous rejoignent. Donc Julien Gérard, journaliste chez Frontières. Un mot également, sachez que nous sommes 35 000 en direct sur les réseaux sociaux et des centaines depuis l'application Frontières. Donc merci à tous de nous suivre. Ça va durer toute la nuit. On vous expliquera régulièrement le programme de la soirée. Restez au moins jusqu'à 20h, puisqu'à 20h c'est le début de la soirée, du début des premières analyses, des premières estimations. On vous communiquera évidemment toute la nuit nos résultats. Mais avant cela, Julien, donc avec Alexandre de Jalzin, vous avez énormément travaillé sur cette question migratoire. Alexandre a passé plusieurs mois, il nous en reparlera tout au long de la nuit. Vous allez être en direct de minuit à 6h du matin. Est-ce que, on en parlait à l'instant, est-ce que cette question migratoire, on sait que Kamala Harris avait été vivement critiquée, elle n'avait pas été suffisamment claire sur ces sujets-là. Est-ce que cette question migratoire, elle peut faire basculer l'élection, et si oui, en faveur de qui ? Alors, sur la question migratoire, on assiste à quelque chose d'assez intéressant. C'est que habituellement, les thèmes liés à l'immigration illégale sont le précaré de partis politiques de droite, donc forcément des républicains. Mais il y a tellement eu un afflux massif d'immigrés clandestins qui ont traversé la frontière mexicaine sous le mandat de Joe Biden, ça se chiffre en millions. C'est 10 000 par jour, hein, je crois. C'est 10 000 par jour, exactement. Jamais les États-Unis n'ont connu une telle invasion migratoire sur leur sol, parce que déjà c'est une frontière terrestre. Il faut quand même noter une donnée essentielle, c'est que la frontière entre le Mexique et les États-Unis, c'est près de 3000 km, donc l'équivalent de Paris-Moscou, et il y a tout un tas de pans entiers de la frontière qui ne sont pas protégés par des murs, que ce soit le mur donc Bush et le mur Trump. Et il reste encore beaucoup à faire. D'autant plus qu'il y a, comme on le voit en Europe, une articulation entre les associations pro-migrants qui participent avec les cartels, parce qu'on a vraiment une connivence entre ces deux univers, ce qui est assez risible, parce que ces associations qui se prétendent comme les parangons des droits de l'homme, etc., participent à un trafic d'êtres humains qui est absolument dégoûtant. On l'a vu d'ailleurs dans le reportage qu'il y a des viols qui sont commis à la frontière mexicaine, des viols donc commis par les membres des cartels. Donc c'est un sujet qui dépasse les clivages politiques traditionnels et qui peut même aussi toucher des démocrates qui vivent dans des États frontaliers comme la Californie, comme l'Arizona, comme le Texas. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on note, c'est qu'en Californie, depuis quelques années, on a un exode massif des démocrates qui se déplacent vers le Texas. L'État en a quand même perdu près de 500 000 Californiens, c'est énorme. Et c'est là encore, c'est assez risible. Pourquoi ? Parce qu'ils ont voté pour une ligne politique dont ils n'assument plus les conséquences, pour aller justement dans un État conservateur. Ils referont la même, et puis peut-être qu'un jour, ils iront dans un autre État, et ainsi de suite. Et je rappelle, Julien, je le dis aussi pour nos auditeurs, n'hésitez pas également à aller sur notre chaîne YouTube, puisque tu as fait une vidéo explicative de tous les enjeux sur la présidentielle américaine. Je rappelle encore et toujours que notre magazine est disponible. Non, mais c'est très important. Vous êtes 35 000, donc il ne faut pas oublier non plus, pour tous ceux qui ne l'ont pas encore, de télécharger notre application Frontières. Vous allez sur Android ou sur votre App Store. Vincent Roy, je dois vous regarder votre téléphone, donc j'espère que vous avez téléchargé l'application Frontières. Je veux 35 000 nouveaux téléchargements ce soir. Donc vraiment, l'application Frontières est disponible partout, Apple, Android, et vous pourrez suivre en direct cette émission. Vincent Roy, sur la question migratoire, on parlait tout à l'heure. Elle est essentielle. Elle est essentielle, et dans ce reportage, on entendait aussi la question du vote hispanique pour soit Donald Trump, soit Kamala Harris. Justement, est-ce que vous pouvez nous préciser cela, et est-ce que pour vous, ça peut être vraiment un élément de bascule? C'est là. La vraie bascule, elle est là, d'abord parce que Kamala Harris a une mauvaise image gouvernant ces questions d'immigration, ces questions migratoires. C'est là-dessus
qu'elle a péché. C'est là-dessus qu'elle n'a pas pu vraiment sortir la tête haute de cette campagne, qui n'a pas été d'ailleurs au demeurant une bonne campagne. Moi j'avais le sentiment, si vous voulez, au départ, que lorsque Biden se retirait, elle allait changer la campagne. Et en fait, elle a continué comme Biden, avec ce manque de spontanéité, si j'ose dire, ne s'adressant pas aux journalistes, faisant des meetings classiques, mais il n'y avait rien, alors que, pour le coup, Trump a innové. Il a pris des journalistes chez lui, enfin, il a inventé des choses, voilà. Elle est restée très classique dans sa campagne. Mais pour en revenir à la question migratoire, évidemment, c'est là que ça pêche, comme j'allais dire, comme chez nous. C'est là que la gauche ne s'empare pas de ces problèmes, et c'est là que Trump a, d'une certaine manière, enfoncé le clou, parce qu'il y a véritablement un problème, et notamment avec les latinos. Oui, Lucien Rambouille. En effet, j'abonde, puisque si la campagne de Kamala Harris a déçu, a été ennuyeuse sur la forme, elle a également été sur le fond. Elle est restée très classiquement démocrate, finalement. Vous parlez du wokisme. Kamala Harris n'a pas été si offensive que ça. Elle a dû gommer un aspect de sa politique, et en particulier ceux qui irritaient le plus l'électorat modéré, ou alors un électorat conservateur déçu par Trump qu'elle visait. Ce faisant, elle n'a pas su mobiliser sa base, elle n'a pas su enthousiasmer la base démocrate. Pourquoi ? Kamala Harris a été imposée par le Parti démocrate après le retrait de Joe Biden. Elle n'a pas gagné la primaire. Or, aux États-Unis, elle a été imposée ou elle s'est imposée ? Elle a été imposée. Disons que les démocrates voulaient à tout prix éviter une primaire, ce qui supposait de maintenir Joe Biden sous assistance politique artificielle, le temps de sweeper la primaire, quitte à le débrancher si vraiment il était trop fatigué. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ce faisant, Kamala Harris a été en quelque sorte instituée par le Parti démocrate sans que les électeurs démocrates aient eu à faire un choix, ce qui n'est pas démocratique. Mais c'est là sa faiblesse, puisqu'elle n'a pas su imposer sa ligne au Parti démocrate, contrairement à Donald Trump, qui plusieurs fois a imposé une ligne qui déplaisait à l'establishment républicain. Et donc il peut faire campagne sur ses thèmes, sur ses idées, là où Kamala Harris est prisonnière de son parti et n'a rien à dire, comme vous le disiez, à part j'ai bossé à McDo, à part ma vie, moi, mon œuvre, etc. Mais sur le fond, c'est un discours qui est de l'eau tiède, quoi. Oui, parce que oui, ça c'est très important aussi, parce que la légitimité dans l'élection américaine, qui est spécificité américaine encore une fois, la légitimité, ça consiste aussi à devoir se présenter à la primaire. Et en fait, ce qu'a eu en ne se présentant pas, enfin en n'étant pas obligé de se présenter, en se présentant, mais tour de passe-passe, de passe-passe, etc. Ça, c'est un déficit de légitimité, effectivement. Et après, il y a une difficulté pour imposer sa ligne face à des gens qui, même bien qu'appartenant au même parti, ne sont pas forcément d'accord avec vous. Puis on n'a rien à dire. Trump. Et puis on n'a rien à dire. Bientôt 19h30, ça veut dire qu'il est 13h sur la côte Est aux États-Unis. Julien, à partir de quand on peut commencer à avoir des premières estimations ? Alors je rebondirai très rapidement sur ce qui a été dit avant parce que c'est intéressant et puis je répondrai à ta question. Il faut comprendre aussi que sur la question de l'immigration, les États-Unis d'ici 2060, la population blanche donc sera minoritaire. Ce qui fait que, comme vous l'avez dit précédemment, Monsieur Rabouille, aujourd'hui on assiste à quelque chose d'intéressant, c'est que les démocrates ont toujours fait du clientélisme parce que ça fait partie de leur ligne politique originelle, mais on a également des républicains qui font du clientélisme parce qu'ils n'ont plus le choix. C'est pour ça que, par exemple, en Floride, un certain nombre de candidats républicains, dont par exemple Ron DeSantis, ont fait une partie de leur campagne en espagnol pour draguer ce nouvel électorat. Donc, dans les années à venir aux États-Unis, il va y avoir vraiment des changements structurels qui ont déjà eu lieu chez les républicains qui vont petit à petit s'opérer parce qu'il y aura une nouvelle Amérique différente. On est dans le melting pot qu'avait théorisé Samuel Huntington et donc à partir de là, il y aura des lignes politiques nouvelles et le clientélisme va s'imposer davantage. Alors ensuite, pour répondre à ta deuxième question, les résultats ils vont tomber à partir de minuit, surtout entre minuit et 3h du matin. Heure française. Le problème étant que certains États où le scrutin est particulièrement serré, comme la Pennsylvanie ou la Géorgie, ont déjà annoncé que ça pouvait prendre jusqu'à une semaine avant d'avoir des résultats définitifs. Donc, bien sûr, des États où on se souvient qu'il y avait eu en 2020 des contestations, beaucoup de conflits électoraux. Donc, évidemment, je pense qu'ils ont pris davantage de précautions. Vincent, Julien parlait d'électoralisme et on fait souvent le parallèle avec la France. On se souvient de François Ruffin qui avait expliqué que Jean-Luc Mélenchon avait fait énormément de clientélisme communautarisme. Et on sait que Kamala Harris a été vivement critiquée pour des accents, par exemple, qu'elle prenait dans certains États, quand elle dit ici je suis noire, mais ici je suis jamaïcaine. Est-ce que Kamala Harris c'est la Mélenchon américaine ?
encore une fois, c'est difficile de faire un parallèle. Elle est plus... En tout cas, sur la méthode, la communautarisation du vote, le clientélisme. Elle est plus une Mélenchon à la française qu'une Marine Le Pen à la française. Ça, voilà, on va s'en tenir là, parce qu'autrement, évidemment, les caractéristiques ne sont pas du tout les mêmes. Vous savez, ce qui est absolument captivant dans cette élection, c'est ce qu'elle dit de nous. D'abord, vous avez remarqué, la France, on ne compte pas. De nous, Français, vous voulez dire. Français. L'Europe, elle ne compte pas non plus. Je veux dire, elle n'est pas apparue à un moment ou à un autre dans l'élection. Sauf sur la guerre en Ukraine. Sauf sur la guerre en Ukraine. Elle n'est pas apparue. Hein. Mais ce qu'elle dit de nous, et j'y reviens, c'est surtout ce qu'elle dit de la presse française. De l'écrasante majorité de la presse française. C'est-à-dire ce que j'appelle, moi, le mensonge dans la fabrique du héros. Je m'explique. Vous avez là deux héros dans la presse française. Vous avez Zelensky qui est paré absolument de toutes les vertus. Je veux dire, il n'a aucun défaut, ce garçon. Hein. Que les accords de Minsk aient été respectés ou non, tout le monde s'en moque. Le héros, c'est Zelensky. Et vous avez Kamala Harris qui est arrivée, qui est une héroïne neuve, puisque avant vous aviez Biden, enfin, tout, grosso modo, contre Trump. Et ça m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire que vous avez le mal absolu, qui est Trump, et Poutine. C'est le mal absolu. Et vous avez des gens absolument merveilleux, et ça c'est la presse française est parfaite là-dessus, vous avez des gens merveilleux, vous avez Zelensky et Kamala Harris. On ferait tout pour éviter Trump, qui représente le mal, l'horreur, qui représente Marine Le Pen, quoi. C'est-à-dire le fasciste, et tout le monde était absolument d'accord. Quand Kamala Harris l'a traité de fasciste, puisque c'était son seul argument à la fin, c'était fasciste, fasciste, fasciste. Et d'ailleurs, on peut dire de ce point de vue que la campagne américaine s'est beaucoup jouée contre, assez peu sur les programmes, contre les personnalités. Haro contre Trump. Et au bout d'un moment, les idées qui étaient avancées passaient au second plan. La détestation de Trump par Harris lui servait de programme d'une certaine manière. Et il fallait trouver, tout était bon dans le cochon, si j'ose dire, il fallait trouver tous les arguments. Et l'argument le plus important, c'était fasciste, fasciste, fasciste. Voilà. Ça fait pas beaucoup, c'est pas très lourd comme programme quand même. Mais pour rebondir, parce que ce qui est dit là est très intéressant, c'est que la grande force des démocrates, c'est de fabriquer des narratifs dont ils sont les héros. Ça remonte déjà à l'élection Kennedy-Nixon, parce que à cette époque-là, la différence entre le parti républicain et démocrate, on avait tendance à dire, c'était une expression américaine, que la différence des programmes entre Nixon et Kennedy, c'était une feuille de papier cigarette, parce qu'en réalité, ils étaient à peu près d'accord sur tout, et les Américains ont dû plutôt voter pour des personnalités. Et la grande force de Kennedy, entre autres, et après, c'est ce qu'a fait les démocrates tout le long, dont Obama, parce que Obama, celui qui va serrer la main des employés de la Maison-Blanche qui jouent au basket, mais qui en parallèle a commis un certain nombre de problématiques à l'échelle internationale, et notamment au Proche et Moyen-Orient. Donc ils ont vraiment cette force de fabriquer des narratifs dont ils sont à chaque fois les héros. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de constater le fait que, par exemple, les Obama, aujourd'hui, ont misé beaucoup sur Netflix et sur des productions hollywoodiennes dans lesquelles ils peuvent transmettre des messages qui visent à montrer que, en substance, le programme et la ligne des démocrates, c'est la bonne, et le reste, c'est l'enfer. Alors juste, on va avancer, parce que je voudrais vous faire réagir, messieurs, à un micro-trottoir qu'on a réalisé cet après-midi auprès des Parisiens, Français, pas tout à fait comme les autres. Vous allez le voir dans les réactions, parce que Vincent Roy vous disait, ça en dit beaucoup de nous, mais ça en dit aussi surtout de la propagande qui est menée. J'en profite pour vraiment réinviter chacun à suivre davantage ce que Frontières a fait comme traitement de l'actualité de Kamala Harris et Donald Trump. On parlait tout à l'heure d'une revue de presse qu'on aurait pu faire pour vous montrer à quel point la gauche est dominante dans les médias et traite de façon complètement biaisé ce sujet. Alors je vous propose d'écouter les réactions de quelques Parisiens sur les résultats à venir pour ce soir. On lance tout de suite un micro-trottoir.
Salut à tous, c'est Jordan pour Frontières. Qui de Kamala Harris ou Donald Trump sera à la Maison-Blanche au mois de janvier? C'est dans quelques heures les résultats de l'élection présidentielle américaine. On est en direct depuis ce matin, 8h avec Frontières. Plus de 20 000 personnes qui nous ont rejoints en direct sur toutes nos plateformes. Continuez à vous abonner. Je vais aller demander tout de suite aux Français qui ils préfèrent entre Kamala Harris et Donald Trump. Suivez-moi. Plutôt Donald Trump ou Kamala Harris? Kamala Harris. Pour quelle raison? Je pense que ça se voit, non? Je sais pas, concernant déjà la lutte LGBT contre le racisme, enfin je pense que ça se voit sur moi, enfin j'espère que je suis pas pour Donald Trump. Qu'est-ce qui vous fait peur chez Donald Trump? Tout. Le personnage, tout, absolument tout. Il faut faire opposition en tout cas à Donald Trump. Harris, by far. you don't like Donald Trump? It will be a disaster. Why do you hate him? Because he's crazy. We have these people in Holland also. Okay, so Kamala Harris. Okay. Kamala, je dirais. Ouais. Pour quelle raison? Parce qu'on a déjà vu les dégâts que Donald Trump a déjà fait, donc on voit que ça se reproduit, vous voyez. Donc franchement, je dirais pas Trump encore. Parce qu'on a déjà vécu, on peut pas revivre encore la même situation. Ouais. Ça va être très difficile. Franchement, je souhaite que Kamala gagne, que Trump. Je dirais plutôt pro-Europe, donc je vais pas répondre à votre question. Je dirais qu'on a déjà pas mal de choses à faire sur le territoire et que Trump, c'est vraiment l'apologie de l'imbécilité pour l'humanité. Mais qu'est-ce qui vous fait peur chez lui? Sa suffisance. Sa suffisance et sa capacité à agir sur une scène internationale alors qu'il est responsable de la première puissance mondiale. C'est quelque chose qui nous fait peur à tous, je pense. Ces sauts d'humeur, des choses qui ne sont pas... on a vu les résultats au Bataclan, donc je pense qu'on n'aura pas mieux pour le prochain mandat. Moi je suis plutôt Kamala Harris, et carrément Kamala Harris même. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas l'air aussi folle que Donald Trump déjà. Pour la gestion des USA, elle me semble quand même beaucoup plus qualifiée et avec de meilleures compétences. Et puis pour la paix dans le monde, je pense que c'est pas mal. Franchement, j'espère que ce soit Kamala Harris, mais malheureusement, je sais pas. Les Américains nous ont prouvé qu'ils n'étaient pas toujours très logiques. Ni l'un ni l'autre. Ok. J'aime pas les États-Unis. Je pense plutôt Kamala Harris quand même. Mais c'est possible qu'il soit élu aussi Donald Trump. Ok. Ça vous fait peur si Donald Trump est réélu? Ah oui. Pourquoi? Parce que pour le conflit israélo-palestinien, ce sera encore pire que ça ne l'est déjà. Ça risque d'exploser en 3e guerre mondiale, donc oui, c'est flippant. Harris. Plutôt Kamala Harris? Pas plutôt, complètement. Pourquoi? Parce que c'est la démocratie, c'est la tradition américaine des démocrates qui sont, disons, de centre-gauche, ce qui est aussi ma sensibilité. Le problème, c'est si les résultats est contesté. Je crois que c'est vraiment le problème. Est-ce que vous craignez une réélection de Donald Trump? Ouais, bon, après, on est français, donc ça nous touche peut-être un peu moins, même si s'il est élu, ça veut dire beaucoup de choses. Et en vrai, aussi parce que c'est peut-être aussi à l'international après, ça agit. Donc en vrai, il faut quand même s'en soucier un minimum, quoi. Alors, rien de très surprenant, on est à Paris, la sociologie est plutôt centre-gauche, plutôt bobo. On sent que les cerveaux sont assez travaillés, notamment pour des votes identitaires pour Kamala Harris. Vous voyez une musulmane, un homosexuel racisé qui nous dit « J'espère que ça se voit que je ne vote pas pour Donald Trump ». Alors on a eu des avis plutôt pro Kamala Harris, on espère que Donald Trump ne compte pas ses soutiens en France, à Paris, parce que c'est mal barré pour lui ici, sauf ce monsieur que vous allez voir tout de suite dans un instant. Quant à moi, je vous retrouve tout de suite en plateau. A tout de suite. Plutôt Donald Trump ou Kamala Harris? Plutôt Donald Trump. Ah oui? Pour quelle raison? Eh bien parce que... Vous êtes le premier là à me dire Trump. Ah voilà, rien que pour ça, pour se singulariser un peu. Et puis finalement, non mais si on analyse vraiment finement sa politique quand il était là, tout n'est pas totalement négatif. Et puis ça embête un peu les médias français. C'est ça qui me plaît. Alors on s'est bien amusé là en plateau, il y en a au moins un qui semble soutenir Donald Trump. Alors pour ceux qui nous rejoignent, vous êtes 35 000 en direct, merci à tous. N'oubliez pas de télécharger l'application de Frontières, de vous abonner à notre média, c'est seulement 9,99€ par mois. Alors j'observais vos réactions là en plateau, Julien rigolait beaucoup, Vincent Roy, ça vous semblait pas forcément vous surprendre? On entend les mots je suis LGBT, je suis racisé, donc je vote Kamala Harris, la démocratie, mais surtout on constate une
une peur. Pourquoi cette peur des Français Non, mais c'est bien, parce que Donald vous voyez Trump? à qui parle Kamala Harris. Kamala Harris, c'est tout de même l'élite. Kamala Harris, elle ne s'adresse... Je précise qu'on est à Paris, on est dans les rues de Paris. Oui, donc mais elle ne s'adresse qu'à une certaine élite. Il suffit de regarder son parcours, etc. On la voit pas serrer la main d'un cow-boy du Texas. C'est pas son monde. Bon, toute sa carrière a été faite selon... Alors voilà. Donc, elle est totalement, si vous voulez... C'est pour ça que ça fait quand même un distinguo avec... parce que vous parliez tout à l'heure de notre ami... Mélenchon. Vous voyez, il y a quand même un gouffre... entre les deux. C'est pourquoi c'est absolument, à mon sens, c'est absolument pas comparable. Mais vous voyez bien là que dans une ville boboisée comme comme Paris, la presse a fait son travail. Voilà, on a présenté le camp du bien. Kamala Harris, elle a tout. Et d'ailleurs, on vous l'a dit, elle est démocrate. Elle est formidablement démocrate. Et donc voilà, on ne peut voter que pour elle. Et vous avez à côté un affreux monsieur qui est un fasciste. On ne vous l'a pas dit, mais c'est ce qu'il y avait dans toutes les têtes, qui est un fasciste, et donc vous voyez, ça fonctionne quand même. Il y a là une imprégnation des esprits qui est assez forte. Je vous le disais tout à l'heure, c'est le même parallèle. Vous avez Poutine, qui est l'affreux type, et Zelensky, qui est un héros, qui est un type merveilleux. Sa femme est merveilleuse. Tous ces gens sont absolument merveilleux. Ils sont absolument pas. Avec l'argent, ils ont un rapport. C'est des gens très bien. Vous voyez, on les a présentés comme. Non, mais c'est quand même magique, quoi. Je vous ai vu rigoler pendant le. Oui, parce que c'est très étonnant de voir une population aussi américanisée, peut-être que le continent européen est un des plus américanisés au monde, qui méconnaissent à ce point les États-Unis d'Amérique. On dit Trump, c'est le racisme et la guerre. Donald Trump a réuni au sein du Parti républicain la coalition la plus multiraciale de l'histoire du parti depuis plusieurs décennies. 40% de latinos s'apprêtent à voter Donald Trump, 20% d'hommes noirs. Les homosexuels Donald Trump fait beaucoup de signes en direction des homosexuels. Donald Trump a une coalition qui est beaucoup plus large. C'était 4% de noirs qui votaient pour John McCain en 2008. Par ailleurs, la guerre. Les Américains ont voté pour les républicains en 52 pour Eisenhower pour arrêter la guerre de Corée. Ils ont voté pour Richard Nixon en 68 pour arrêter la guerre au Vietnam, et désormais ils voteront pour Donald Trump probablement pour arrêter les dépenses inutiles et l'intervention à tout crin. Le Parti républicain, qui autrefois, il y a 20 ou 30 ans, était le parti No More Taxes. C'était la promesse de George Bush en 92. Read by my lips, no more taxes. Aujourd'hui est devenu le parti No More Wars. C'est devenu un parti qui est très très clair sur ce point. Donc ni la guerre, ni le racisme. Je veux dire, c'est une culture de l'Amérique qui est quand même saisissante. Julien, pareil, je t'ai entendu dire. J'ai beaucoup rigolé. Il te fait peur, Donald Trump? Non, je fais pas des cauchemars de Donald Trump en allumant. De Kamala Harris? Non, du tout. Aucun des deux. Moi, quand je vois ton micro-trottoir, je me dis à quel point De Gaulle avait raison quand il disait que les Français étaient des veaux, et je pense qu'ils le sont encore. C'est-à-dire que, en fait, le dernier monsieur a tout dit, non pas parce qu'il est pro-Trump et qu'il détiendrait les clés de la vérité, c'est qu'il a fouillé. Il a fait un travail de recherche, il a regardé dans les faits ce qu'avait été le premier mandat de Donald Trump. Et quand on écoute donc tous ceux qui passent avant, on voit qu'il y a des mots-clés qui reviennent constamment, et ce sont des mantras. En fait, ce sont des mantras, c'est-à-dire qu'ils répètent la doxa dominante que l'on entend dans 90% des médias, si c'est pas 99,9% avec juste nous comme des derniers bastions. Mais c'est assez affligeant de voir à quel point les gens ne s'intéressent pas, en fait. Parce qu'il suffit juste de regarder le bilan de Donald Trump de son premier mandat. Pas de guerre, un monde qui était beaucoup plus en paix que ce qu'il ne l'est aujourd'hui. Il a quasi frôlé le plein emploi à 3%, une économie florissante hors la période du Covid. Donc si le premier mandat de Donald Trump est un cauchemar, je souhaite que la France connaisse un cauchemar similaire. Alors on a vu beaucoup de jeunes femmes, et il y a un sujet sur lequel je voudrais vous entendre, messieurs, puisque c'est un sujet, on parlait de ceux qui peuvent faire basculer une élection. Vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure, je voudrais revenir dessus, c'est la question de l'avortement. On a vu beaucoup, même dans le monde du cinéma, de la culture, des séries qui ont fait peur en expliquant que si Donald Trump était réélu, c'est la fin de la liberté des femmes. Et d'ailleurs, un sujet très intéressant là-dessus, je voudrais vous entendre, Vincent Roy, il y a cette femme en Iran qui se lève, retire son voile et se promène en sous-vêtements dans les rues pour protester. On a un mouvement un peu partout qui se développe, Femmes, Vie, Liberté. On sait que Donald Trump avait parlé de rayer l'Iran de la carte. Est-ce que finalement, c'est pas lui qui est le plus à même de rendre leur liberté aux femmes partout dans le monde? Oui, écoutez, je pense que sur ces questions, il y a pas. En fait, il y a
pas vraiment de problème. Je me demande si on n'a pas créé cette question de l'avortement pour vraiment scinder Trump, Harris, voilà, pour les mettre en conflit. Si c'est pas purement artificiel dans l'Amérique d'aujourd'hui, parce que finalement, bon, là, vous parlez de cette femme iranienne qui se déshabille, etc. Vous avez vu, entre parenthèses et au passage, le tweet de Madame Rousseau là-dessus, vous savez, parce que qui a provoqué l'émoi de plusieurs personnalités. Parce qu'aujourd'hui, vous avez une chose qui est extraordinaire dans notre pays, mais je pense que c'est assez vrai aussi aux États-Unis. Vous avez un courant, vous avez un moteur de l'idéologie féministe qui est un moteur électrique, mais dont le courant est alternatif, si vous voulez. Il y a pas de courant continu, c'est-à-dire que il y a. On s'en voit le sens de la formule. Non, mais il y a des femmes, il y a des femmes qui ont grâce aux yeux de nos féministes et d'autres pas du tout. Elles font le tri entre les victimes, si vous voulez. Bon, cette femme iranienne là, qui refuse absolument de porter le voile, etc., et qui va être prise d'ailleurs par le ministre, enfin par les gardes du ministre de la Vertu, là, ça ne fait pas l'unanimité chez nos féministes d'aujourd'hui. Bon, mais je crois que pour en revenir à cette question aux États-Unis, d'abord il suffit de se déplacer un peu aux États-Unis pour voir que malgré tout les femmes sont quand même assez libres. Il faut regarder, il ne faut pas aller qu'à New York non plus, il faut aller un peu partout. Mais je pense que c'est un débat qui a été monté selon moi, qui a été monté artificiellement durant la campagne et qui n'est pas sans impact. C'est pas ce que je dis, mais je dis qu'il a été pour moi monté artificiellement. Lucien Rambouille, un vote des femmes en faveur de Trump, c'est possible ? Alors sur l'avortement, effectivement, c'est un débat qui ne concerne absolument pas l'élection présidentielle. L'arrêt de la Cour suprême a renvoyé cette question aux chambres législatives des États. Oui, bien sûr, on rappelle à nos auditeurs que c'est État par État que ces questions sont décidées. Il y a des référendums, par exemple en Floride, pour voir si le terme doit être de 6 semaines ou 24 semaines, et la seule chose que proposent éventuellement les républicains au niveau national, c'est de limiter à 15 semaines. En France, c'est 14 semaines quand même. Bon, effectivement, Donald Trump a senti que sur cette question, il pouvait décrocher au niveau des femmes. Il y a eu une surmobilisation des femmes démocrates en 2022 qui a un peu terni la victoire des républicains. Donald Trump se présente aussi comme étant le protecteur des femmes. Les sondages montrent que les femmes aux États-Unis se sentent de moins en moins en sécurité. Dans les rues, la nuit, parler des gangs mexicains, effectivement, l'absence de contrôle de l'immigration, effectivement, la montée de l'insécurité aux États-Unis fait qu'il y a un sujet de ce point de vue. Qu'est-ce que nous ont dit les féministes en retour, lorsqu'il a dit dans un meeting qu'il était le protecteur des femmes et qu'il ne laisserait pas tomber? Il a dit que les féministes ont dit que Donald Trump agitait des préjugés machistes sur l'homme protecteur, sur la femme qui a besoin d'un homme pour être son garant. Donc en fait, on n'en sort pas. C'est un débat qui est vraiment, ce que le général de Gaulle appelle une question de corne-cul. C'est-à-dire que quand on dit on protège les femmes, on est sexiste. Quand on n'a aucun pouvoir sur la question de l'avortement, on nous explique qu'on veut l'interdire. Donc effectivement, on a quelque chose de vraiment, pour le coup, très artificiel, mais qui pourrait être un des enjeux de ce soir et qui pourrait annoncer quelques surprises électorales. Alors, Julien, je connais ton goût pour les séries et le cinéma. Est-ce que tu as déjà regardé la série La Servante écarlate? Non, du tout, mais je sais que, enfin, je connais à peu près le. Voilà, je vous en parle, monsieur, parce que j'ai vu les producteurs et les actrices, notamment l'actrice principale de la série, recréer un petit peu cette forme d'épouvante face à une possible victoire de Donald Trump, en expliquant que, effectivement, les femmes seraient réduites à des rôles d'esclaves simplement pour procréer et faire des enfants américains. Est-ce qu'on peut craindre un retour comme ça de Non, en fait, c'est que les Américains sont obsédés par la fiction. En règle générale, ça irrigue la société américaine. Ouais. Je l'ai plusieurs fois cité tout au long de ce long live, mais il y a un ouvrage qui pour moi est très éclairant sur l'obsession des Américains pour la fiction. Ça s'appelle Fantasyland de Kurt Anderson, et il explique quelque chose de très simple, c'est que les États-Unis, c'est une nation qui s'est façonnée autour de la liberté religieuse et de la liberté d'expression. Donc à partir de là, il y a eu tout un mouvement de création, de religions annexes, de sectes. On rappelle quand même que quand on marche dans les rues de Los Angeles, on tombe sur l'énorme QG de la Scientologie qui prend une place dans la ville qui est déjà immense, qui est juste impressionnante. Donc il y a eu le bras armé aussi hollywoodien. Il ne faut pas oublier qu'après la Seconde Guerre mondiale, les Américains nous ont imposé de passer des films américains dans les cinémas français
Français. Donc ça fait partie de leur soft power. C'est extrêmement important et ils vivent toujours avec ces fantasmes perpétuels, soit de guerre civile, soit d'invasion extraterrestre ou autre. Et c'est pour ça qu'aussi il y a une grande fibre complotiste aux États-Unis. C'est parce qu'ils sont toujours dans cet univers fictionnel qui se conjugue en parallèle avec une méfiance extrêmement importante envers l'État, qui est originelle. Et donc, c'est pas étonnant en fait qu'ils comparent sans cesse avec des séries, etc. D'autant plus que c'est un moyen de vendre. Faut jamais oublier derrière la logique du marché. C'est-à-dire que si on peut utiliser notre série pour faire un parallèle et la vendre davantage, on va pas cracher dans la soupe. Alors messieurs, il est 19h50, on va bientôt ouvrir notre séquence électorale à partir de 20h pour une grosse émission spéciale. Je vous garde encore juste un instant. J'aimerais qu'on se projette, Vincent Roy, sur les heures à venir, les jours à venir. 2020, Donald Trump perd de peu l'élection présidentielle. Il conteste encore cette défaite. On parle de fraude, on parle de tromperie, de mépris sur les résultats. Il y a fraude de toute façon pratiquement à chaque élection. Ça dépend dans quelle proportion. Alors vous dites il y a fraude, le Capitole est envahi. Ah non, je dis pas qu'il fallait envahir le Capitole. Je dis qu'il y a fraude. Est-ce qu'on peut imaginer dans les heures à venir, si Kamala Harris l'emporte, s'il y a des soupçons de fraude à nouveau, une situation similaire à celle de 2020 aux États-Unis? On peut l'imaginer si Kamala Harris l'emportait à 10 000 voix. Oui, bien sûr. On peut l'imaginer. Oui, bien sûr. Si c'est vraiment très peu, on peut imaginer qu'il y ait besoin de recontrôler, qu'il y ait besoin... Il y a eu beaucoup d'élections comme ça, dont on sait pertinemment, d'ailleurs, avec le recul, qu'elles ont été favorisées par la fraude. Pensez qu'on peut vivre un nouveau stop the count de Donald Trump qui s'insurge? Ce qui est magique avec les États-Unis, si j'ose dire, c'est qu'on peut tout vivre. C'est ça qui est formidable. Et comme vous le disiez très justement, moi je souscris évidemment à ce qui a été dit, c'est un pays avec un imaginaire qui est totalement différent du nôtre et qui est nourri par la fiction. Et donc, on peut tout imaginer. Lucien Arbouy, on imagine une nouvelle prise du Capitole Effectivement, l'Amérique, c'est un show qui exagère sans cesse. Donc, après tout, les Américains sont dopés à la politique, drogués à la politique, à l'actualité frénétique depuis plusieurs semaines. Ils auraient presque envie que cela continue et qu'il y ait encore du conflit, encore des choses comme ça. Alors, un nouveau Capitole, peut-être pas, vu ce que Donald Trump s'est pris, je pense qu'il agira différemment. Et puis, les États ont aussi pris des lois plus restrictives. C'est-à-dire qu'on apprend aussi de ses erreurs. Et entre les élections qui sont en quelque sorte volées, on a 1960, Kennedy-Nixon, on a 2000, Bush-Al Gore, on a l'incertitude de 2020. En général, il y a un mouvement de réaction quand même, les États sont plus vigilants. On sortait du Covid en 2020 aussi, ce qui fait que l'élection était totalement bordélique, des mail on ballot qui arrivaient nulle part. Donc les Américains savent un peu faire. Ce faisant, si le résultat est très serré, bien sûr qu'il y aura des batailles d'avocats, bien sûr qu'il y aura des recomptages, bien sûr que ça durera, effectivement. On ne connaîtra peut-être pas le vainqueur ce soir ou ce matin. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien et qu'on ne risque pas d'avoir les résultats avant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Julien, je voudrais revenir un instant. Notre directeur de la rédaction, Eric Tadner, était sur place quelques jours après la tentative d'assassinat de Donald Trump. Est-ce que si Donald Trump est réélu, on peut craindre, comme ça a été le cas, je crois, pour 5 présidents des États-Unis en fonction, une tentative d'assassinat, une tentative de putsch, ça avait été le cas d'ailleurs sur son premier mandat entre 2016 et 2020. Oui, je pense que clairement, il risque pour sa vie. Déjà parce qu'il y a eu des rapports des services de renseignement américains qui soulignent le fait que l'Iran veut sa tête. C'est très clair, l'Iran veut assassiner Donald Trump aujourd'hui pour se venger de l'assassinat ciblé sur Qassem Soleimani, qui était donc un général iranien extrêmement respecté, quasiment même vénéré là-bas. Donc Donald Trump a toujours une épée de Damoclès sur la tête par rapport à ce régime iranien. C'est aussi le cas de Mike Pompeo, qui était à l'époque le directeur de la CIA. Et au-delà de ça, il faut comprendre que il y a quand même eu, sans jouer sur la fibre complotiste, mais l'histoire américaine est quand même entachée d'un certain nombre d'événements qui méritent que l'on se pose des questions. C'est notamment le cas de l'assassinat de Kennedy le 22 novembre 1963, où on peut imaginer qu'il y a un complexe militaro-industriel extrêmement fort aux États-Unis. Il y a une CIA qui est extrêmement puissante. Et on peut imaginer la possibilité que la politique de Donald Trump, qui serait plutôt isolationniste, dérange certains.
Alors c'est sans vouloir rentrer dans des considérations, en imaginant toujours des complots là où il n'y en a pas, mais il y a quand même eu un rapport aussi du Congrès américain qui souligne les grandes failles de sécurité qu'il y a eu par rapport donc à ce meeting de Butler en Pennsylvanie, où ils ont complètement été dépassés par la situation, alors que l'individu armé avait été repéré au moins 30 minutes avant les premiers tirs, ce qui semble être délirant, surtout pour les Américains qui, on le sait, aiment bien appuyer sur la gâchette dès qu'ils le peuvent. Donc oui, je pense qu'il risque pour sa vie sur plusieurs aspects. Et oui, on n'est pas à l'abri de l'assassinat d'un président en fonction. Ça a déjà eu lieu dans l'histoire. Donc surtout avec Donald Trump qui est une cible perpétuelle. Donc alors évidemment, on lui souhaite pas, mais malheureusement, on sait aussi que des mouvements antifa, il y en a partout en France, il y en a aux États-Unis, et que eux, la violence politique, ils connaissent ça, ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Vincent Roy, je sais que vous devez nous quitter. Oui. Peut-être juste avant votre pronostic pour les résultats, et peut-être une surprise à venir, un swing state qui basculerait, qui était démocrate, qui reviendrait dans le champ rouge des républicains. À chaque fois que, de toute façon, dès qu'on pose la question, un pronostic, dès qu'on a une réponse, évidemment, comme nous n'en savons rien, c'est... vous êtes mauvais en Paris, Vincent Roy. Non, mais je vais vous dire, moi je pense que Trump va remporter l'élection avec de l'avance. Avec de l'avance, ouais. Carrément. Ouais. Voilà, c'est mon pronostic. Et je peux me tromper, j'ai le droit. Lucien. En tout cas, il sera difficile à Kamala Harris de gagner sans la Pennsylvanie. Donc je pense qu'on saura le fin mot de cette histoire. Plusieurs coalitions sont possibles pour Donald Trump. Une victoire à l'arraché de Donald Trump est possible. Une large victoire de Donald Trump est possible. Une large victoire de Kamala Harris, en tout cas, est à exclure. Une large victoire de Kamala Harris à exclure. Julien, on a vu Donald Trump qui a tweeté, qui a fait une conférence en disant il avait des bons résultats déjà qui lui parvenaient de certains États. Pourtant, je rappelle qu'il doit être 14h heure américaine au niveau de Washington. On n'a pas encore de résultats, donc je rappelle que rien ne garantit une quelconque victoire d'un côté ou de l'autre. À quelle heure précisément, on en parlera avec Frontières, vers quelle heure on peut commencer à avoir des indices de victoire d'un camp ou de l'autre? Alors, déjà, à partir de 5h, 6h du matin, il y aura un bon nombre d'États qui seront déjà tombés parce heure que française, même... Voilà, heure française toujours, parce que même s'il y a des États un petit peu indécis, notamment la Pennsylvanie, la Géorgie, etc., on verra quand même une dynamique dans l'ensemble. Et ça sera important d'analyser cette dynamique. Après... Moi, si je pouvais poser un pari, je suis mauvais en pari, mais on verra bien. Je dirais que je pense pas qu'on va attendre X jours avant d'avoir des résultats. Je pense que demain à 10h, je pense. Après, bon, alors, puisque vous avez tous parié pour Donald Trump, je vais miser sur Kamala Harris comme ça. Sait-on jamais. De toute façon, autour de la table, il y en aura forcément un qui aura raison. Ah, et là, pour le coup. Messieurs, merci à vous.